Nous commençons tout de suite avec une petite discussion sur les mutations à venir dans le domaine de la santé. Et à ce titre, j'ai le plaisir de recevoir Isabella Demani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la CEO d'Inspiring Futures et vous êtes aussi auteur de 2 essais remarqués sur le sujet, Emma, naissance d'une biocitoyenne et dernièrement 2050. 2050, si vous pouvez nous résumer en une phrase. En quelques mots, roman d'anticipation qui se plonge dans la vie d'une petite fille qui est née en 2018. On traverse sa vie jusqu'en 2050 et on raconte surtout son histoire médicale et du coup les innovations qui vont la toucher. Donc très concret sur le futur de la santé. Un excellent essai qu'on conseille à tous nos téléspectateurs. Et à ma gauche, Monsieur Philippe Charpentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le sous-directeur des ressources humaines du système de santé à la DGOS. La DGOS en un mot ? La Direction générale de l'offre de soins au sein du ministère de la Santé qui s'occupe d'organiser les soins, à la fois en termes d'implantation des établissements, des structures, mais aussi, justement, c'est mon travail de ressources humaines. Parfait. Alors, on a un petit quart d'heure tous les trois, tous ensemble. Là, le but, c'est de réfléchir un petit peu à toutes les mutations qui vont du coup concerner notre système de santé. On en a, sans révéler la suite, isolé 3. Isabella, la première d'entre elles, la révolution technologique, je vous laisse la parole. Oui, effectivement, je crois que ces dernières semaines, voire mois, on a eu vraiment beaucoup d'annonces assez vertigineuses. L'annonce de l'Euralink avec les premiers essais de connexion homme-machine. Également, le fait d'avoir réussi à faire remarcher une personne tétraplégique avec les essais et le pont digital entre le CEA et le PFL. Et puis encore, très récemment, les annonces d'Apple sur le nouveau système de réalité virtuelle. Donc on le voit bien, ces éléments-là vont complètement révolutionner le domaine de la santé. Ça nous paraît encore être de la science-fiction. Pourtant, là, on en est déjà au stade des essais et potentiellement, dans certaines années, au stade de l'implémentation. Par rapport à ça, on sait aujourd'hui que le système de santé se transforme assez lentement. On parle des métiers, ça prend 10 ans à former un médecin. D'où l'importance d'adresser le sujet aujourd'hui de comment on anticipe et vers quel type de besoin on doit aller. De manière très simple, on connaît aujourd'hui les besoins, les grandes tendances en termes démographiques, vieillissement de la population. On sait qu'il y a un énorme sujet sur la santé mentale. Le dernier rapport La Ville, par exemple, sur l'obésité. Donc ces grandes tendances-là, on les connaît et on sait qu'il faudra répondre à la question quel médecin on met en face, quel type de spécialité, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui doivent répondre à ça. En parallèle de ça, effectivement, d'un point de vue plus sociologique, on a des aspirations aujourd'hui qui sont très fortes vers les jeunes générations, qui est du sens au travail, qui est des conditions de travail qui sont différentes, avec un sujet là aussi de la santé mentale qui touche la population générale, mais de manière aussi très spécifique l'ensemble du personnel soignant. Donc on a vraiment ces 2 éléments-là. On voit les tendances, on voit les aspirations des jeunes générations, et puis il y a ces technologies qui arrivent. Et la question, c'est vraiment de savoir sur l'intelligence artificielle, les nouvelles thérapies digitales, la réalité augmentée, thérapie génique, on peut aller très loin dans toutes ces technologies disruptives. Comment ça va impacter les pratiques, le diagnostic, le métier des médecins, mais pas que. On va aussi parler tout à l'heure des pharmaciens, des autres professionnels infirmiers. Et du coup, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, 2023, comment on prépare la formation. Et du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir votre retour à vous aussi sur comment on anticipe ces bouleversements-là et comment, que ce soit sur le court terme ou le long terme, on va travailler à répondre à ces besoins et puis à utiliser au mieux les technologies qui arrivent dans ce secteur. Monsieur Charpentier. Peut-être, merci Isabella pour ces premiers propos, parce que ça fait le lien avec ce qu'on engage au ministère. Vous avez parlé du sens, et je crois, peut-être d'ailleurs pour tempérer votre introduction par moments un peu pessimiste, on peut rappeler quand même que le monde de la santé est peut-être l'un des domaines qui a le plus de sens, et dans lequel les gens s'engagent véritablement par vocation. Ça, c'est vraiment un élément distinctif et sur lequel on essaie de travailler et puis d'amener les professionnels. Bon, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un certain nombre quittent le système de santé ou abandonnent en cours de route leurs études. Et donc le ministère travaille sur deux échelles de temps. D'abord le court terme, parce qu'on ne peut pas se permettre une rupture dans les soins, on ne peut pas se permettre d'abandonner ni des activités ni des établissements, et on doit agir à court terme, répondre notamment à la question des déserts médicaux que vous avez cité et qui pose un problème même de cohésion nationale, où des concitoyens auraient moins accès à des soins que par exemple dans des métropoles.
On doit réagir. Et du coup, on doit agir sur le court terme et sur le long terme. Sur le court terme, il y a toute une série d'actions assez classiques, je dirais, qui sont presque des mesures d'urgence et qui portent évidemment sur la question des salaires, parce qu'aujourd'hui, notamment les jeunes qui entrent dans la carrière, ils font cet arbitrage. Ils regardent, ils comparent les champs d'activité entre eux, et ils se disent est-ce que est-ce que la santé est bien positionnée en termes de rémunération par rapport aux autres activités. Et on ne peut pas se permettre de décrocher par rapport à d'autres domaines d'activité. C'est important. Le deuxième sujet de court terme, c'est de mieux reconnaître ces contraintes particulières qu'a ce domaine, et notamment ce qu'on appelle les suggestions horaires. C'est le travail de nuit, le week-end, les jours fériés, qui sont à la fois une pénibilité physique. Le travail de nuit, c'est pénible, c'est prouvé, mais aussi une pénibilité sociale. Quand le week-end, on doit trouver une solution pour garder ses enfants, quand on ne peut pas sortir avec les amis, c'est pénible. C'est plus pénible que dans d'autres secteurs. Il faut qu'on le reconnaisse parce que c'est devenu une véritable aspiration des jeunes. Ils veulent que ce soit pris en compte, soit financièrement, soit par des organisations de travail qui les protègent ou donnent de la visibilité. C'est que les plannings soient vraiment sanctuarisés. Ça, c'est très fort chez les jeunes professionnels et les moins jeunes d'ailleurs, que d'avoir une stabilité dans les plannings. Et puis, c'est toute une série d'autres démarches sur, bien sûr, l'amélioration des conditions de travail en général. On a toute une série d'actions en cours autour du management à l'hôpital, qui n'est pas forcément dans la culture hospitalière, mais vraiment, on pense qu'on doit faire des progrès sur ce terrain-là. Et puis, même si ça a des effets en décalé, on a une autre action qui consiste à augmenter très fortement, là, depuis 2 ans et pour les prochaines années, le volume de formation pour les infirmiers, les aides-soignantes, mais aussi pour les médecins. Les études médicales sont longues, 10 ans, 12 ans même, quand on a des surspécialités, et c'est extrêmement long, mais on engage et on engageait dès maintenant les choses. Et puis, au complément, parce qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut essayer de travailler sur le long terme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et vous l'avez indiqué, essayer de se projeter. Et donc, avec notamment l'Observatoire national des professions de santé, l'ONDPS, qui est un organisme du ministère, d'anticiper quelles vont être les évolutions, les besoins de santé, région par région, dans telle discipline, sur tel métier, Alors, ce n'est pas une science parfaite. On sait qu'en 10 ans, en 20 ans, les choses peuvent comme ça se décaler. Mais au moins, ça nous aide à anticiper les choses et mobiliser le système de santé dans la bonne direction. Et puis après, on travaille aussi sur des éléments plus structurants, c'est-à-dire comment faire évoluer le rapport des métiers entre eux, comment donner plus de compétences, de missions, par exemple aux infirmiers, ce qui permet de dégager du temps médical. Comment rendre les aides-soignants peut-être un peu plus autonomes. Voilà. Donc, on agit vraiment sur tous les leviers. Un tout petit point là-dessus qui est important, je pense, pour nos téléspectateurs. Donc, c'est ce qu'on appelle la délégation de tâches et le transfert de responsabilité, qui d'ailleurs, une loi a été votée il n'y a pas très longtemps, portée par la députée Rist. Si vous voulez nous en dire un tout petit mot là-dessus, parce qu'on c'est quand même une révolutionnaire aussi. On est en train de transférer certaines missions historiquement dans les mains d'un généraliste vers justement des infirmières donc en pratique avancée. Donc, c'est des infirmières qui réalisent une année de spécialisation en plus. Vous pouvez nous dire un tout petit mot là-dessus sur le changement que ça a pu représenter? Et on en parlera plus dans la table ronde. Alors, elles réalisent même 2 ans en plus. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 3 ans, elles font 5 ans. C'est un diplôme universitaire. Et vous avez raison, c'est une évolution majeure qui n'est pas simple culturellement parce qu'il faut s'habituer à ce nouvel acteur. C'est pas évident. Mais vous avez raison, ça permet que des infirmiers qui ont suivi une formation, je dirais vraiment poussée, 2 années en plus, de pouvoir, dans un champ bien défini, exercer des missions qui auparavant étaient dévolues aux médecins. Alors, c'est encadré, il y a des règles de fonctionnement entre les médecins et ce qu'on appelle les IPA, mais ça a beaucoup d'avantages. D'abord, les IPA, infirmiers en pratique avancée, connaissent en général bien les patients qu'elles suivent, elles ont un lien de proximité très fort. Elles sont spécialisées dans ces missions et finalement on s'aperçoit qu'elles les réalisent aussi bien qu'un médecin sur ces tâches définies. Et ça apporte plusieurs choses. D'abord de maintenir du lien entre le patient et ce professionnel de santé, de dégager du temps médical et du coup
d'élargir l'offre de soins. Attention, l'infirmière en pratique avancée, elle ne remplace pas un médecin, hein, qui a bien sûr des compétences beaucoup plus larges et approfondies, sinon elle ne ferait pas des études aussi longues, mais ça apporte un complément et véritablement ça fait évoluer aussi la manière dont travaillent les professions. On s'aperçoit dans les secteurs, dans les zones géographiques où ça a été développé, que c'est très apprécié, à la fois des patients, mais aussi des médecins, qui peut-être au début n'étaient pas convaincus, mais qui finissent par y trouver leur compte. Et je crois que c'est une bonne évolution à poursuivre. Sur ce point-là, Isabella, justement, la coopération interprofessionnelle, on n'en parlera plus en détail après, mais au vu des révolutions technologiques, est-ce que c'est essentiel? Et si oui, en quoi justement l'apport de ces nouvelles technologies-là va amener à des meilleures coopérations entre les professions? Effectivement, c'est un point important. Ce qu'on va sans doute voir, c'est qu'il y aura une possibilité d'avoir une meilleure collaboration. Déjà, le premier élément, c'est via la remontée de data qui permettront d'avoir des analyses beaucoup plus fines sur, par exemple, l'historique, le parcours d'un patient, la prise de certains médicaments, l'observance. Donc il y a tous ces éléments-là liés notamment à l'intelligence artificielle et au traitement des données. Et je précise aussi des données de qualité. Ce n'est pas tout de les avoir en quantité, mais la qualité est tout aussi importante, qui favorisera finalement la transmission d'informations et après l'analyse. Se posera une question aussi dans cette notion de nouveau métier, c'est qui prendra la responsabilité, par exemple, en termes de diagnostic précoce. Est-ce que c'est le médecin, l'infirmier, le pharmacien? Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui vont émerger pour essayer de dire, OK, là, l'algorithme donne ce résultat-là. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que je fais des demandes complémentaires d'analyse de données pour certifier ce résultat-là? Et c'est là où on commence à toucher du doigt, effectivement, cette nécessité absolue de repenser la formation et de se dire quelles nouvelles compétences on ajoute. Et je rebondirai juste sur un point qui est quand même la question des dilemmes. Quand on parle là de diagnostic, on pourrait se dire sur le diagnostic, est-ce que le dilemme, c'est de dire qu'une intelligence artificielle qui poserait un diagnostic, est-ce qu'elle remplace le soignant? Et à ce moment-là, il faut arrêter la formation ou former de nouveaux métiers, si je peux m'exprimer ainsi? Ou est-ce qu'au contraire, ça vient quelque part solidifier son diagnostic, le renforcer, et à ce moment-là, c'est un autre type de formation. Et là, on le voit bien, les formations qu'on choisit aujourd'hui, c'est en fonction de la vision qu'on va donner à l'évolution du domaine de la santé d'ici 4, 5, 10 ans. Je me permets une toute petite question avant de passer à la conclusion de ce premier temps. Vous dites effectivement dans ces cas-là qu'il y a un besoin de former plus longtemps. Donc on comprend pour les paramédicaux qui viendront du coup dans le cadre de transfert de compétences en soutien de ce que vient de dire Isabella, en soutien du diagnostic et de l'accompagnement. Est-ce qu'au final il ne faudrait pas plutôt raccourcir, à contrario, la formation des médecins pour justement se concentrer et déléguer, on va dire, une partie de la formation à ces nouveaux outils dont vient de parler Isabella et se concentrer sur d'autres modules liés un peu à cette médecine émergente? C'est une très bonne question. Je vous remercie. Et c'est un deuxième dilemme. Oui. Est-ce qu'on forme plus longtemps et donc on hyper spécialise, avec de fait une qualité normalement qui est au rendez-vous et des personnes très, très pointues? Est-ce que finalement, dans l'univers qui reste contraint, des ressources limitées, des ressources humaines limitées dont on dispose, il ne faut pas... en tout cas, je dirais, penser à démocratiser cet accès et à former peut-être le plus grand nombre avec des professionnels un peu plus polyvalents qui interagissent plus entre eux. Je n'ai pas la réponse. Je pense qu'on a quand même besoin de professionnels, alors je ne sais pas si c'est plus formés, mais en tout cas mieux formés à ces nouvelles évolutions. D'ailleurs, qu'on peut résumer, je crois qu'on parle aussi aujourd'hui de médecine 4P ou 5P, pour dire... prédictive, participative, préventive. Et personnalisée. Et personnalisée, j'y rajouterais même paramédicale, puisque justement, par rapport à ce que je disais juste avant, on peut imaginer de confier beaucoup plus de missions aux professionnels paramédicaux. Moi, je me pose la question de ces durées. Je crois que parfois, on va un peu loin. Donc, on est vigilant, en tout cas, au ministère, à ne pas allonger de manière injustifiée les durées de formation. Et quand on le fait, c'est que véritablement... il y a des savoirs incontournables qui doivent être maîtrisés.
Tout à fait. Donc du coup, dans cette nouvelle matrice, quelle place, pour terminer là-dessus, quelle place du coup pour faire à la fois émerger, parce que je vois que vous êtes effectivement sur 2 horizons temporels différents, vous devez à la fois vous occuper d'un micromanagement à l'hôpital aujourd'hui pour éviter justement de casser certaines vocations, tout en imaginant et préparant à la formation dès aujourd'hui des métiers qui formeront et qui en tout cas emploieront dans 10 à 15 ans. En 1 minute, comment est-ce qu'on parvient à faire ça aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à avoir justement un œil sur le long terme quand on a des préoccupations de court terme si importantes et si prégnantes? En fait, les deux s'alimentent, c'est-à-dire qu'en donnant des perspectives aux professionnels et au système de santé pour dire qu'on les amène dans une direction enthousiasmante. On parle de choses, de nouvelles technologies, de nouveaux rapports d'une meilleure répartition de l'offre. En allant vers ce type de perspective enthousiasmante, je pense qu'on peut aussi attirer des professionnels qui se retrouvent peut-être plus dans le type de médecine qu'on vient de décrire, plutôt que dans quelque chose d'un peu figé, d'un peu rigide et dans le passé. Donc moi, je garderais vraiment une dose d'optimisme. Il en faut. Mais véritablement, je suis convaincu que les deux s'alimentent et nous permettent d'être confiants pour l'avenir. L'optimisme sera de vigueur ce soir. Isabella, un dernier mot. Donc, si je résume, on a 3 grandes révolutions face à nous. Une révolution technologique avec des nouveaux outils, notamment l'intelligence artificielle, qui vont bouleverser la pratique de la santé. Une demande démographique qui va faire que l'offre de soins va se contracter parce qu'on a des médecins de plus en plus âgés et qui, du coup, partent aussi à la retraite parce qu'eux aussi, ils y ont droit. Mais en même temps, un vieillissement de la population qui fait qu'on a des besoins qui augmentent et une quête de sens et de qualité et d'empathie qui explose. En 2 mots, parce qu'il y a 2 sujets, je sais qui vous tiennent à cœur. Pour vous, les 2-3 métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui emploieront le plus dans la santé demain, quels sont-ils? Et pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à embrasser ces 3 révolutions-là qui, quelque part, sont complémentaires? Juste, alors je vais rajouter un troisième mot. C'est un mot de conclusion à retenir aussi, c'est que la technologie est un moyen. Oui. Et je vous rejoins complètement. Il faut vraiment qu'on adresse ce sujet de la vision, de ce qu'on veut donner au système de santé et de répondre à ces dilemmes qui sont essentiels. Parce que si on n'y répond pas, je pense qu'on va droit dans le mur. Et les nouveaux métiers sont un moyen aussi pour nous d'adresser ce sujet de la quête de sens. Typiquement, un métier de e-conseiller ou de conseiller de vie qui serait là pour accompagner les patients dans leur interrogation, notamment en termes de médecine préventive, pourrait être imaginé. Et l'intérêt aussi, je pense, c'est de susciter de nouvelles vocations, d'attirer des jeunes qui ne seraient pas forcément allés vers des métiers du soin, soit par peur de la difficulté des épreuves, soit par méconnaissance, et de recréer quelque part une impulsion positive, à la fois sur effectivement le sens que ça apporte, de nouvelles perspectives avec de nouvelles compétences, introduire aussi un peu de tech pour donner envie pour certains. Et je pense que ça, c'est vraiment une des clés pour donner envie, pour faire cet appel d'air au niveau des jeunes et surtout recréer une vision positive de ce qu'on veut adresser en termes de santé en France dans les années à venir. Double dose d'optimisme pour finir cette table ronde. Merci à tous les deux. Merci pour justement avoir planté le décor qui va nous servir du coup pour le premier débat.